Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour la révélation des résultats de cette année du deuxième observatoire alimentation et famille de la Fondation Nestlé. Je suis Pierre-Alexandre Tellier, le secrétaire général de la Fondation, et je serai ce matin accompagné de Laurence David, la déléguée générale de la Fondation, et de Yumna Ovaza, qui dirige le département stratégisserie d'Ipsos, notre partenaire dans cette enquête. Votre présence nombreuse nous touche, de la presse généraliste, économique, spécialisée, professionnelle, et témoigne pour nous de l'attachement des Français à l'alimentation. Donc, comme vous le savez, notre observatoire s'inscrit dans un temps long. C'est un rendez-vous annuel que nous vous fixons désormais pour essayer de voir ensemble comment évoluent les comportements des Français en matière alimentaire, si ceux-ci évoluent. Mais effectivement, c'est quelque chose que nous nous attacherons à regarder. Et cela s'inscrit dans le cadre des missions de la Fondation Nestlé France, qui vise à l'éducation aux bonnes pratiques alimentaires par l'action, à la lutte contre la fracture alimentaire qui existe dans notre pays par la solidarité, mais aussi au partage de la connaissance par la recherche appliquée. Alors l'an dernier, nous publions notre premier baromètre et nous avions constaté que le modèle alimentaire français résistait et savait se réinventer. Il résistait avec la permanence des 3 temps forts, des 3 temps de consommation qui le caractérisent et qui réunissent autour des valeurs de convivialité et de plaisir toujours présentes, mais nous observions de nouvelles habitudes de préparation, d'organisation, de personnalisation des repas pour simplifier le quotidien, et il nous était important de voir comment ces choses avaient pu évoluer d'une année sur l'autre dans un contexte, il faut le reconnaître, de pandémie qui se poursuit, de confinements successifs, bref, de multiples choses dans un climat plutôt anxiogène, de nature à perturber le comportement des Français. Eh bien, nous allons le voir ce matin, le bilan de l'alimentation 2021 révèle encore des surprises. Et la première est que, plus que jamais, l'alimentation est le refuge des Français, surtout dans cette période anxiogène qu'ils ont connue. Certes, ils ont souffert de l'isolement, mais la cuisine et les repas leur ont permis de vivre tous ensemble des moments positifs. Et ça, je crois que c'est un enseignement dont on peut tous se réjouir. Après, et nous allons vous le révéler tout au long de notre entretien de ce matin, entre créativité et motivation, les foyers se sont réunis autour de l'alimentation avec quelques surprises et notamment le coup d'État en cuisine que l'on observe de la part des enfants qui veulent prendre le pouvoir, mais nous vous en dirons plus tout à l'heure. Alors, à ce stade, je passe la parole à Laurence qui va nous expliquer le déroulé de cette matinée. Merci à tous. Merci Pierre-Alexandre. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes effectivement ravis que vous soyez avec nous ce matin pour vous dévoiler les résultats de notre deuxième édition de l'Observatoire Alimentation et Famille de la Fondation Nestlé France. Cette conférence de presse va se dérouler sur 3 temps. Le premier temps va être avec Yumna Ovaza, que j'ai le plaisir d'accueillir. Comme l'a dit effectivement Pierre-Alexandre, Yumna est directrice du département Stratégie 3 d'Ipsos. Et Yumna va nous dévoiler l'intégralité des résultats de notre observatoire. Le deuxième temps sera un temps de discussion et d'échange avec Pierre-Alexandre au titre de la Fondation sur les principaux enseignements qui nous ont le plus marqués dans les résultats de cet observatoire. Et le troisième temps sera un temps de discussion autour de vos questions que je vous invite d'ores et déjà à nous inscrire sur le fil de questions qui se trouve en haut à droite de votre écran et nous aurons le plaisir d'y répondre. Voilà, donc avant de rentrer complètement dans le fil et le fil du sujet, je vais juste faire un petit point sur une des spécificités de notre observatoire qui est sa méthodologie innovante et qui va au-delà
d'un questionnement classique des Français. Alors c'est une méthodologie innovante, pourquoi ? Parce qu'on est allé à l'écoute des Français sur ce qu'ils racontent de façon spontanée sur les réseaux sociaux avant de les interroger. Une fois cette écoute des réseaux sociaux faite, on a effectivement interrogé ces Français sur un échantillon national représentatif de la population française de 18 à 65 ans. Et cette année, pour aller encore plus loin dans l'analyse de nos résultats, on a voulu créer une typologie qui nous a permis de dresser les portraits des Français sur leur comportement alimentaire. Et du coup, on va avoir 6 portraits de Français que Yumna nous exposera. Il y a fort à parier que chacune et chacun d'entre vous va se retrouver dans un portrait ou un autre. Voilà, et donc sans plus attendre, je passe la parole à Yumna pour nous dévoiler tous ces résultats. Bonjour à tous. Ravie de présenter ces résultats ce matin en espérant que vous les trouviez aussi intéressants que ceux de la première édition. En tout cas, ça a été notre cas. Alors, cette année, nous avons choisi d'intituler les résultats de l'Observatoire sous le titre « L'alimentation en 2021, plus que jamais un refuge malgré les contraintes ». Ça reflète les points principaux qu'on va partager avec vous, qui sont à la fois le rôle de l'alimentation de manière conjoncturelle, donc ce qui s'est passé avant, pendant, après les confinements, mais également les tendances longues qu'on voit et qu'on va voir pour certaines se confirmer, malgré, on a plutôt envie de dire, le contexte et les pandémies. Mais tout cela ne se fait pas facilement et sans obstacle. Et donc nous allons partager les enseignements en 3 parties. D'abord, on va voir que l'alimentation a été un facteur de rapprochement dans la situation d'isolement particulière qui a été sous les confinements. Et on a fait notre étude sur la partie réseaux sociaux. On a observé de juillet 2019 à avril 2021, donc ce qui nous permet d'avoir une période longue de couverture. Et dans la partie étude quantitative, on l'a faite en juillet 2021. Par rapport à juillet 2020 et janvier 2020 à décembre 2019 avant. Donc on a aussi un historique et ça permet de couvrir un peu ces différentes parties. Ensuite, on va voir que la quête de bien manger, en tout cas l'aspiration des Français à bien manger, manger équilibré, ne se dément pas, malgré le contexte. Mais il y a quand même des obstacles qui restent. Vous en connaissez quelques-uns et peut-être allez-vous en découvrir d'autres qui émergent et qui seront intéressants à suivre dans le temps. Comme Laurence l'a dit, la nouveauté de cette édition, c'est aussi les portraits de famille qu'on va partager avec vous. En fait, on a fait une typologie des Français sous l'angle de leur rapport à l'alimentation. Et on a identifié 6 portraits, à peu près 6 segments, qui sont relativement bien répartis. Vous allez les retrouver en filigrane tout au long de la présentation de l'étude, mais je vais vous en faire une petite présentation synthétique avant, pour que vous les ayez bien en tête. En fait, ce que je vais vous décrire pour chacun, simplement, c'est plutôt la caractéristique principale de leur profil un peu sociodémographique et les mots-clés des dimensions qui les caractérisent le plus. Alors, pour bien comprendre juste comment les lire, pour un portrait, dans la partie profil, en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des gens qui ont ce profil, ça veut dire que ces dimensions-là sont plus caractéristiques de ce segment par rapport à la moyenne et par rapport aux autres. Alors, le premier qu'on va retrouver, ce sont les mangeurs sains. Les mangeurs sains représentent 20% de notre ensemble, donc de notre population. On va retrouver plutôt des femmes, plus de 50-65 ans que la moyenne, plutôt des foyers de 2 personnes, sans enfants plutôt, et on va retrouver plus de retraités également dans ce portrait-là, dans ce segment. Leur mot-clé, de manière assez logique par rapport à leur nom, c'est l'équilibre alimentaire, la santé, les ingrédients frais, de saison et pas mal de faits maison. Deuxième famille, les conviviaux, donc à peu près 17%. Ils ont plutôt entre 35 et 49 ans. Ils ont des enfants, plutôt des CSP+. On va retrouver pas mal de professions indépendantes, des cadres sup. Et eux, leur mot-clé, ça va être plutôt la convivialité, le plaisir, la transmission, le fait de faire des choses ensemble. Mais également, du point de vue alimentaire, la dimension locale et le fait maison vont être importants. Troisième portrait, les hédonistes. Pas de caractéristiques particulières sociodémo à part l'âge. On va les retrouver plutôt dans le milieu de la population. On n'a pas tellement de très jeunes ni de très âgés. Par contre, eux, leurs caractéristiques, ça va être le plaisir, la variété, forcément, mais aussi l'énergie. Alors, on ne peut pas tout capter dans le titre, mais l'énergie, le rôle apporté par l'énergie dans l'alimentation est quelque chose qui est important. On va retrouver également la découverte, et le week-end va être un moment qui est privilégié pour eux. Quatrième famille, les nouveaux mangeurs.
15%. On va retrouver plutôt des jeunes. On a des 18-34 ans, célibataires, en couple, sans enfants, plutôt profession intermédiaire. Eux, ils sont intéressés par la nouveauté, par l'exotisme. Parmi eux, on va retrouver plus de gens qui font des régimes alimentaires que la moyenne. Donc des régimes divers, pas forcément d'être au régime, sans gluten, flexitarien, etc., etc. Ils sont aussi assez utilisateurs d'applis, de livraison à domicile. La dimension de praticité, de conservation va être importante pour eux. Dans la même catégorie d'âge, mais un profil un peu différent, les expérimentalistes, qui seront intéressants à suivre, eux, ils sont 10% aujourd'hui, dans la même tranche, des jeunes couples avec au moins un enfant, par contre. Et là, on va retrouver plus de professions indépendantes. Ils sont plus parisiens. Et eux, ils vont être intéressés par la découverte. Et c'est chez eux qu'on va retrouver le plus d'appétence au végétal. Donc, végétariens, bio. Ils sont aussi très sensibles au Nutri-Score. Et on va retrouver aussi le cuisiner ensemble. Et donc, il y a une relation avec les enfants que vous allez voir dans les questions qui vont suivre. Et enfin, le dernier, mais pas en taille, les contraints, 22%. Là, on va retrouver plutôt des hommes, plus de 50 ans, et plutôt CSP-. Et pour eux, l'alimentation est plutôt fonctionnelle. Donc, on n'a pas tellement de dimension de plaisir. Ce qui va primer, ce sont la simplicité, la rapidité, l'accessibilité, forcément, et la fonctionnalité. Et donc, à travers ces 6 portraits, vous allez voir, on va dérouler l'ensemble des enseignements, mais vous allez les retrouver émaillés en filigrane. Et effectivement, c'est intéressant, ça va caractériser aussi un peu plus les résultats de cette année. Et donc, sans plus attendre, commençons par la première partie, l'alimentation, facteur de rapprochement en situation d'isolement. Et le premier point notable qu'on a remarqué et qui nous a intéressés, c'est quand on a demandé en fait aux Français, en pensant spécifiquement au sujet de l'alimentation et des repas par rapport à la période qu'on vient de traverser, est-ce que vous en gardez un bon souvenir ? Et 8 Français sur 10 nous disent garder un bon souvenir de, on va dire, la période de la pandémie, qui n'est pas terminée. Donc, on va dire peut-être que de ce point de vue-là, c'est une bonne nouvelle. Mais 8 Français sur 10 gardent un bon souvenir en rapport avec l'alimentation. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut se douter qu'ils ne vont pas forcément garder un très bon souvenir par rapport à plein d'autres sujets. Et on les voit encore plus chez les conviviaux et chez les expérimentalistes. Bon, forcément, sans étonnement, un peu moins chez les contraints. Et c'est quelque chose qu'on a remarqué d'abord en regardant ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. La période, semble-t-il, a été marquée par un besoin de convivialité qui a été exacerbé. Et on a eu 2 fois plus de conversations au sujet de l'alimentation sur les réseaux sociaux par rapport à la période précédente. On a eu 1,4 million de conversations, ce qui se traduit, en fait, c'est surtout 15 000 discussions par semaine, c'est-à-dire le double de ce qu'on avait eu sur la période précédente. Et vous voyez, on a mis pas mal de verbatim, on a vu le confinement, ça a aussi du bon, ça nous permet d'innover, de tester de nouvelles idées de repas. Depuis le début de ce confinement, j'ai vraiment repris le goût d'être en cuisine, on a planifié des menus, etc., etc. Et on a vu, par rapport au type de sujets qui ont été discutés, des nouveaux sujets de conversation émaillés arriver. Alors forcément, c'est lié à la conjoncture. Par rapport au volume de conversations qu'on a analysé, 22% des conversations tournaient autour de cuisiner en famille. Donc ça, c'est quelque chose qui existait, mais qui n'était pas du tout aussi important ni exprimé de cette manière-là avant. Nouveau sujet aussi, à voir si c'est un bon ou pas, mais c'est la mère chef d'orchestre, qui a quelque chose qui a été beaucoup discuté sur les réseaux sociaux. On a d'autres sujets qui étaient déjà là, mais qui ont augmenté considérablement, les dîners en famille, entre bonheur et corvée, le partage de recettes entre générations, manger à moment de partage. En fait, ce qui a un peu disparu pendant cette période, assez logiquement, c'est tout ce qui a trait aux discussions à la cantine, tout ce qui a trait au restaurant, aux sorties à l'extérieur, les fêtes aussi. Enfin, on a retrouvé en fait des sujets autour d'occasions spéciales, comme si c'était une manière pour les gens de recréer un peu de festif au quotidien pour compenser les grands moments de fête, Noël, le Ramadan, etc., qui sont des moments très partagés et qui du coup étaient contraints. Alors, quand on rentre un peu plus dans les chiffres de l'étude, on voit aussi que le plaisir dans l'alimentation a été, dans cette période, plus fortement associé à la convivialité. En fait, quand on demande aux gens que signifie pour vous se faire plaisir dans l'alimentation, près de la moitié, enfin on a 44% des Français et 50% des Français avec enfants de moins de 18 ans qui nous disent que le plaisir, c'est d'abord manger ensemble. Et on retrouve aussi être ensemble et se retrouver à table. Le fait d'avoir une ambiance conviviale
est important aussi pour un tiers des Français. Et vous voyez qu'on retrouve les conviviaux autour de ces questions de manière encore plus marquée que les autres. Et les familles avec enfants également de manière un peu plus marquée que les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans les verbatims et les photos qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. On voit bien que le confinement nous permet de partager de bons petits déjeuners en famille, de quoi bien démarrer nos journées. Le principal est de se retrouver en famille, quel que soit le repas. Donc, de ce point de vue-là, les choses semblent s'être passées plutôt positivement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que les repas, bon, il était déjà dans la première édition, mais ce sont des moments de rassemblement familiaux, particulièrement le soir et le week-end, de manière assez logique. Quand on demande aux gens avec qui prenez-vous généralement vos repas, on retrouve assez logiquement le partenaire ou le conjoint en semaine, le week-end. Ce qui est intéressant, ce qui a augmenté, c'est les enfants, forcément. Ils étaient plus souvent à la maison, donc on le retrouve, plus souvent en semaine et plus souvent également le week-end. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a permis, pour les parents en tout cas, de revaloriser l'importance de la cantine. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on a vu sur les réseaux sociaux. On voit, ils se sont organisés pour pouvoir faire déjeuner les enfants à la maison. Et avec le recul, je dirais que ça nous coûte plus cher que la cantine, sans compter le temps passé à préparer les repas. Ou d'autres qui disent, vivement la reprise de la cantine, encore un frigo qui va être dézingué par mon crève-la-faim. Les fautes d'orthographe sont authentiques, voilà, d'origine. Et forcément, et c'est assez logique, le déjeuner est moins un moment de partage avec les collègues, du fait du recentrage sur le domicile. On va retrouver moins de convivialité avec les collègues au bureau. Ça perd pas mal de points par rapport à 2019. Et les autres sorties ou les autres moments de partage, on avait le restaurant, mais le restaurant reste quelque chose qui est assez exceptionnel. C'est plutôt pour un dîner le week-end, on va le retrouver surtout chez les expérimentalistes. Ce qui est amusant, c'est du coup les déjeuners avec les collègues deviennent des déjeuners de famille, puisque on voit des gens qui disent « j'ai l'impression d'être en train de déjeuner avec mon père et toute son équipe, mort de rire, pose ton téléphone 2 minutes ». Il y a peut-être du vécu autour de la table ou parmi ceux qui nous écoutent. Et donc du coup, quand on regarde de manière plus précise, qu'est-ce qu'ils ont particulièrement apprécié ? On voit que la cuisine devient un refuge où s'associent diverses choses. On va avoir de la créativité, on va avoir de la participation, on va avoir du partage et des dimensions santé qui sont importantes. Et là, vous voyez, ça va résonner différemment chez nos différents portraits. Par exemple, on voit d'abord, effectivement, parmi les 80% de Français, en tout cas, qui ont gardé un bon souvenir du confinement, la moitié ont apprécié cuisiner des plats maison. On va retrouver ça encore plus chez les mangeurs sains. 39% ont apprécié avoir plus de temps pour préparer le repas, un peu plus pour les femmes. Un tiers ont apprécié à passer du temps à table et en famille. On va retrouver ça plus fortement chez les conviviaux. Tester de nouveaux plats, des recettes, manger de façon plus saine et équilibrée, on va le retrouver aussi chez les hédonistes. Et ce qui est intéressant, c'est que l'implication a été assez générale. Donc ça aussi, ça a évolué. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui va en rester. Mais en tout cas, pour un tiers des familles, le niveau d'implication des enfants dans l'organisation, la préparation des repas, a été plus fort pendant le confinement et pendant les restrictions. Pour un quart d'entre eux, le niveau d'implication personnelle, donc la personne qui a répondu à notre questionnaire, a été plus fort. Et c'est encore plus important pour ceux qui avaient des enfants de moins de 18 ans. Et pour une famille sur 5, le niveau d'implication du conjoint a été plus fort. Sachant que pour votre information, le niveau de réponse, on a 48% d'hommes, 52% de femmes, donc c'est représentatif à peu près de la population française. Et ce niveau d'implication, on voit par contre sur les réseaux sociaux, ce qui a surtout été mis en avant, c'est le rôle des mères. Alors attention, il faut toujours faire attention, on ne sait pas qui parle sur les réseaux sociaux et peut-être avait-on plus de mères de famille ou de femmes qui avaient envie ou besoin de s'exprimer sur le sujet. Mais c'est quelque chose de la dimension, en tout cas de la charge mentale, a été aussi mis en exergue sur les réseaux sociaux. Je vous en lis quelques-uns. On parle de quelque chose de réaliste parce que nous sommes aussi des mômes qui travaillent et qui en ont plein les bras. Tellement marre de cuisiner midi et soir pour tout le monde, dont la petite végane, les 2 carnivores qui détestent les légumes et moi qui m'en fiche, et ce depuis plus de 2 mois. Donc on voit bien que forcément, les choses ne sont jamais complètement noires ou blanches et effectivement, l'implication de tout le monde peut aussi avoir un impact plus important pour certains. Il n'empêche que l'alimentation est un sujet d'échange important entre les parents et les enfants. 83% discutent avec leurs enfants de l'alimentation, du bien manger, et on retrouve 30% des mères qui le font très souvent, et 46% des conviviaux également qui le font très souvent. Et de quoi parle-t-il ? Alors,
de manière assez logique, traditionnelle, la transmission du bien manger des parents vers les enfants, elle se fait d'abord en les incitant à goûter de tout, à manger de tout. On voit qu'il y a une grande majorité des Français, encore plus pour ceux qui ont des petits-enfants de 3 à 6 ans. Le gaspillage est un sujet qui est important. 41% nous disent, en tout cas, discuter et essayer d'apprendre aux enfants de ne pas gaspiller. Donner le bon exemple pour 40%. Faisant aimer les fruits et légumes, 39%. Limiter le grignotage, c'est encore plus particulièrement important pour ceux, effectivement, qui ont des enfants de 7 à 11 ans. Mais, et comme Pierre-Alexandre vous l'a dévoilé au début de la présentation, ce qui est extrêmement intéressant et qu'on observe, c'est que la transmission, elle n'est plus à sens unique. Elle se fait à double sens. Et les enfants semblent être les nouveaux influenceurs de l'alimentation dans les foyers. On a 63% des foyers avec enfants de 3 ans et plus qui nous ont dit avoir été amenés à changer leurs pratiques alimentaires ou avoir été influencés dans leurs pratiques alimentaires par leurs enfants. Et on va retrouver en particulier, encore plus que les autres, les expérimentalistes. On a pris une citation qui est intéressante, qui est dans l'air du temps. « Ma fille est végétarienne et de plus en plus je mange ce qu'elle mange ». Et les enfants influent sur quoi ? En priorité, ils vont influencer sur les sujets de l'équilibre, du gaspillage et de la créativité. Alors, la première chose, ça c'est assez logique, ils vont influencer d'abord sur le fait de faire plus de cuisine et de pâtisserie maison. Et on le retrouve particulièrement chez les foyers qui ont des petits-enfants. Mais il y a aussi la notion de manger plus équilibré, encore plus chez les foyers avec petits-enfants. Être attentif au gaspillage, ça c'est vraiment un sujet qui est partagé entre parents et enfants. Et le fait aussi de tester de nouvelles recettes ou de nouveaux ingrédients. On retrouve 24% des Français, mais 45% des conviviaux. Et donc, sur cette première partie, on va enchaîner pour voir effectivement qu'au-delà de ce qui s'est passé ou qui a été révélé de manière conjoncturelle, on voit se dessiner des sujets qui ont plutôt trait à des tendances longues, et notamment la quête du bien manger, qui semble s'être amplifiée pendant cette période. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bien manger ? Bien manger, c'est d'abord la structure des repas. On voit bien, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que forcément, ils étaient tous au même endroit, mais ça a plutôt poussé positivement les curseurs vers une prise encore plus équilibrée ou plus systématique du dîner, du déjeuner, donc ce qui confirme un peu les dimensions importantes du modèle alimentaire français. Donc on a vu, en tout cas par rapport à avant le confinement, donc à décembre 2019, 80% qui dînent systématiquement, en semaine le week-end, 74% qui prennent un déjeuner de manière assez systématique. Par contre, pour le goûter, qu'on avait observé de manière intéressée l'année dernière, et notamment sur le goûter des adultes, en se disant est-ce que ça va continuer à se développer ? Ça se stabilise. C'est-à-dire qu'on a vu pendant le confinement une pointe à 1 Français sur 5 qui semblait prendre le goûter, mais on revient depuis à quelque chose qui est à peu près stable, 14% de prise systématique d'un goûter en semaine. Une autre dimension, c'est qu'est-ce que manger sain ? Quand on demande aux Français, et notamment ceux pour qui c'est important d'avoir une alimentation équilibrée, saine, que signifie manger sain ? Il y a 2 choses qui ressortent principalement, c'est le fait maison et de saison. La cuisine faite maison vient en priorité pour quasiment 60% des Français. Vous allez voir sur effectivement ces dimensions-là, les mangeurs sains ressortent de manière très particulière. On a les hédonistes aussi, et vous voyez aussi que les catégories qui sont très sensibles, c'est plutôt les 50-65 ans et plutôt les femmes. Donc la cuisine faite maison vient en premier. On a les fruits et les légumes de saison pour une grande partie, 56%, 70% des 50-65 ans. Les légumes, 53% plus pour les femmes. Et les ingrédients frais, pareil, plus pour les femmes, 50% des Français. On voit aussi que le confinement a accentué d'autres pratiques pour manger équilibré. Alors, nous nous basons sur les déclarations, en espérant qu'elles soient honnêtes, des personnes que nous interrogeons. Et il n'y a pas de lien direct entre ce qu'on vous dit et les chiffres de vente. Donc effectivement, il y a aussi de la gourmandise pendant le confinement, mais globalement, on voit qu'il y a une aspiration. En tout cas, les gens veulent mettre en place et continuer à mettre en place des pratiques qu'ils considèrent correspondre à un manger sain, et notamment réduire le sucre. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup. Privilégier le fait maison pour le goûter des enfants, manger des produits bio, être attentif aux valeurs nutritionnelles, réduire la viande et réduire le sel.
Et quand on a fait quelque chose aussi d'intéressant cette année, on leur a posé une question ouverte, en fait. On leur demandait, dans notre questionnaire, de s'exprimer librement, nous décrire des repas types, nous décrire leurs 3 repas. Donc on a à peu près 3000 verbatim, donc 3 fois plus que le nombre de répondants. Ce qui répondaient en moyenne, ils nous décrivaient leurs repas, ce qui nous a permis, en utilisant un peu d'intelligence artificielle et un peu d'intelligence humaine, de reconstituer le repas type des Français. Et ça conforte quelque part ce qu'on voit par ailleurs, c'est qu'il y a une conjugaison de simplicité, de plaisir et de recherche d'équilibre. On voit d'abord la simplicité parce qu'on utilise des ingrédients de base assez simples. Ils ont besoin quand même d'avoir des recettes plutôt rapides, avec peu d'ingrédients. On retrouve des plats qui sont nourrissants et une volonté d'équilibre, en tout cas entre féculents, protéines et légumes. L'équilibre et la saisonnalité sont importants, donc les produits frais, locaux, des cuisines à partir d'ingrédients de base. On vous a mis quelques images illustratives à droite. Le plaisir, bien sûr, le plaisir qui se traduit pour le dessert, qui est le moment plaisir du repas, et qui est pour les enfants le moment où les parents autorisent un peu plus de produits qui vont être peut-être moins faits maison, ou des glaces, des desserts chocolatés, etc. Et pour les parents, on imagine que ce n'est pas pour les enfants, plutôt le verre de vin, le repas à l'extérieur, l'événement spécial. Et on retrouve aussi dans les descriptions cette tendance à l'ouverture dans la découverte, la créativité, la variété en cuisine. On voit qu'il y a beaucoup de sources d'inspiration sur Internet, des émissions de chefs, le livre, des applis. Vous voyez là des poulets au curry. On voit aussi beaucoup de recettes qui ont des twists. Donc ils ne vont pas forcément se lancer dans des choses très très compliquées, même si on a vu aussi des reconstitutions de plats de fast-food ou autres faits à domicile. Mais on voit des pizzas végétariennes, des plats exotiques émerger et qui rentrent effectivement dans le quotidien des Français. Non, je ne sais pas si ça détrône le couscous comme plat emblématique, voilà, ou le steak frites, mais en tout cas, on voit une variété s'exprimer. De manière importante aussi, quand on parle d'alimentation équilibrée, le Nutri-Score joue un rôle de plus en plus important. C'est un repère pour plus de 3 Français sur 4 qui nous disent avoir privilégié les produits avec un Nutri-Score A et B. On va retrouver beaucoup nos expérimentalistes et nos conviviaux. Et quasiment la majorité déclarent qu'ils vont l'utiliser au moins autant qu'avant. En tout cas, ça confirme qu'ils sont sensibles au fait d'avoir des critères qui vont les aider à se guider dans la qualité et les informations nutritionnelles sur les aliments. Et le confinement profite également, autre tendance longue, à la transition alimentaire. Donc là, ce qu'on va voir, on va retrouver surtout nos expérimentalistes de manière plus marquée que la moyenne. Qu'est-ce qui s'exprime beaucoup, et en tout cas de manière assez significative par rapport à avant? D'abord, le gaspillage. Donc, on en a parlé et on va le voir sur les réseaux sociaux beaucoup dans le fait de recycler les restes. Donc, comment on cuisine les restes, etc. Plus d'un tiers des Français y font attention. Et il y a évidemment une notion de transition alimentaire. Il y a aussi évidemment une notion de coût, de sensibilité au coût. Donc, c'est une conjugaison de plusieurs facteurs. L'utilisation des restes et le gaspillage, je l'ai mentionné. L'attention au suremballage. On voit que c'est quelque chose auquel les gens sont sensibles de manière assez importante, et l'éthique, suppression de produits de marque qui peuvent être suspects dans les médias. Et donc, comme je l'ai dit, c'est quelque chose, alors je ne vais pas vous lire tous les verbatims, mais qu'on retrouve dans les différents verbatims qu'on voit sur les réseaux sociaux, zéro déchet, reste, etc. Autre point important par rapport au rôle de l'alimentation, l'immunité, et notamment en particulier chez les foyers qui ont des enfants de 3 ans et plus. Quasiment 100% d'entre eux considèrent que l'alimentation a un rôle dans le renforcement du système immunitaire. C'est quelque chose qui est acquis. Alors, pas forcément en lien tout de suite avec le Covid, fort heureusement. Donc ça, on le voit, ils ne font pas une relation directe. Mais on voit que la situation a probablement sensibilisé les gens davantage sur l'importance de développer, d'avoir une bonne immunité. Et l'alimentation joue un rôle très important pour 57% d'entre eux. On le voit beaucoup chez les jeunes. Et on le voit aussi chez les mangeurs sains et chez les conviviaux. Alors tout ça ne se fait pas facilement, malheureusement, ce serait trop simple. Donc toute cette recherche d'équilibre se fait quand même sous tension. Et on va retrouver quelques obstacles qu'on connaît déjà et d'autres qui seront peut-être intéressants à suivre pour voir comment ils vont s'inscrire dans le temps. Les principaux obstacles au fait de manger équilibré sont les mêmes qu'auparavant. Donc, le prix arrive forcément en premier. On va le retrouver chez un nombre important de Français. C'est à peu près la même chose qu'avant. Et on retrouve forcément plus chez les contraints. Le temps,
c'est le deuxième, et ça l'était déjà. C'est important pour une grande partie, ça l'est encore plus pour les Français qui ont des enfants de moins de 18 ans, sans étonnement. Le manque d'inspiration était déjà là. Ce n'est pas quelque chose qui a émergé, mais qui s'est renforcé de manière importante. On voit pour un tiers des Français, pour 40% des 18-34 ans. Et effectivement, ça, c'est quelque chose lié forcément au contexte. Quand on est obligé de cuisiner beaucoup plus souvent tous les jours, ça devient vraiment compliqué. Et ça l'a été notamment pour les personnes aussi plus âgées, pour les 50-65 ans. Dans les chiffres, c'est eux qui ont le plus souffert effectivement du fait de se dire comment on renouvelle les repas, etc., etc. Quelque chose de nouveau et qui sera intéressant à suivre, c'est l'impact du télétravail. Alors effectivement, on a vu ça un peu varier selon les périodes et selon qui a été mis en télétravail ou pas. En ce qui nous concerne, on a eu un moment, quand on faisait l'étude, 32% des répondants concernés. Depuis la rentrée de septembre, ça a représenté environ 2 jours par semaine pour les personnes qui ont répondu. Et même si on a vu que globalement, il y a une volonté de structuration et de maintenir les repas et qu'une bonne partie font une pause à l'heure du déjeuner, un tiers des télétravailleurs nous déclarent finalement ne plus tellement s'arrêter. Quand ça s'installe dans la durée, ils mangent rapidement, ils sont souvent derrière l'ordinateur, ils ne font pas tellement de vraies pauses. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est nouveau, parce que ça peut avoir un impact aussi en chaîne sur la manière de prendre les repas en famille, la préparation, le temps d'organisation, les types de produits qu'on va vouloir acheter ou pas pour plus d'efficacité, etc. Et ça, ce sera certainement quelque chose qui va être intéressant à suivre, surtout que, vu les relents et les évolutions de la pandémie, c'est probablement, en tout cas, parti pour encore une petite durée. Et enfin, si tant est qu'on puisse parler effectivement d'un retour à la normale, qu'est-ce qu'on voit changer quand les choses reviennent un peu plus normales ? On retrouve certains critères ou certaines préoccupations majeures qui sont un peu les mêmes qu'avant le Covid. Alors on garde toujours, et ça c'est intéressant, le moment plaisir, la santé, l'alimentation équilibrée qui sont importants, mais on va retrouver plus qu'avant, facile à cuisiner, plus que pendant le confinement, la facilité de cuisine, la rapidité de cuisine et aussi la contrainte autant que possible de plaire à toute la famille. Pour conclure, sur effectivement tous les points intéressants qu'on a vus ensemble, on a choisi de terminer avec 2 citations qui nous paraissent éclairer un des points qu'on trouve très intéressant, qui est la relation nouvelle et à double sens entre les parents et les enfants. Et vous le voyez, elles sont assez bien captées dans ces 2 verbatims. Alors, la voix du parent. Les bonnes habitudes, c'est dès l'enfance. Votre enfant vous voit manger des fruits, il le fera un jour. Peut-être pas aujourd'hui, ni dans un an, mais un jour, il reproduira ce que son parent fait. Ça, c'est le parent optimiste. Et de l'autre, très intéressant, mort de rire, ma mère, j'ai pris KFC, mais je ne te demande pas si tu en veux. Bon, je ne mange plus de fast-food ni de viande. Voilà. Et sur ces bonnes paroles, je redonne le micro à Laurence. Merci beaucoup Yumna pour cette présentation très riche et très inspirante, qui nous a donné à voir comment les Français se sont effectivement comportés en 2021 face aux enjeux de l'alimentation dans cette année quand même très soumise à turbulence du fait de la crise sanitaire, puisque on le voit bien, notre observatoire alimentation et famille révèle comment les comportements alimentaires des Français ont réussi à survivre et changer en fonction de la crise sanitaire. Et donc, nous, au titre de la Fondation, on retient 3 enseignements majeurs de cet observatoire. Le premier, c'est l'impact positif qu'a eu cette pandémie sur les comportements alimentaires des Français. Le deuxième, c'est le rôle des enfants en tant que nouveaux influenceurs de l'alimentation dans la famille. Et le troisième, c'est effectivement les freins, on l'a vu avec Yumna, toujours présents dans la quête du bien manger pour les Français. Donc c'est ces 3 enseignements dont on va discuter avec Pierre-Alexandre. Avant de lui passer la parole, je vous redit que vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau de nos échanges sur l'écran, le fil de questions que vous voyez en haut
à droite de votre écran. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également mentionner votre nom et le média pour lequel vous travaillez. Et on aura le plaisir, à l'issue de cet échange avec Pierre-Alexandre, de répondre avec Yumna, Pierre-Alexandre, à toutes vos questions. Donc voilà, je pose d'ores et déjà une première question, moi, à Pierre-Alexandre. C'est est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce premier enseignement qui a retenu notre attention, qui est l'impact positif de la pandémie sur les comportements alimentaires des Français? Je trouve extraordinaire, rien que cette première nouvelle, que quand on demande aux Français, 80% d'entre eux disent que leur souvenir positif du confinement, c'est l'alimentation. C'est quelque chose, oui, de réjouissant et qui est une vraie surprise. Le refuge dans cette période de stress, ça a été l'alimentation. Le souvenir positif de toute cette année 2021, c'est l'alimentation, et l'alimentation en famille, ensemble. Alors, au-delà de cette surprise, ce qui est intéressant d'entendre dans ce que nous révèle Yumna, c'est aussi l'ingéniosité dont les familles ont su faire preuve pour finalement faire de ces moments des moments de fête et des moments où on se retrouve ensemble à table. On est dans des moments difficiles et pourtant la cuisine, les repas sont les moments qui réunissent les Français. C'est le havre de paix des familles, c'est le moment où on se pose tous ensemble. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'ils ont fait preuve d'inventivité, qu'ils se sont adaptés, que les uns et les autres ont participé à des niveaux qu'on n'avait jamais connus jusque-là, pour préparer les repas, que petit à petit, ils se sont adaptés pour tenir compte des goûts et contraintes de chacun des membres de la famille. Et c'est quelque chose qu'on avait commencé à voir poindre l'an dernier, qui se confirme. Donc je trouve que c'est très intéressant. Et finalement, ce moment de convivialité où la famille se rassemble autour du repas, c'est le moyen de préserver la cohésion, le partage au sein des familles. Et je trouve que c'est très important. Après, au-delà de cette structure, de cette colonne vertébrale qu'on observe au travers de l'étude que nous révèle Ipsos, je trouve particulièrement intéressant de voir la montée en puissance des sujets de société et notamment l'attention de plus en plus forte accordée par les uns et les autres à la lutte contre le gaspillage alimentaire ou à la multiplication des suremballages. Certes, ce sont des choses qu'on lit dans les médias, ce sont des choses dont on entend, dont on voit les gens parler, mais là, dans les deux cas, la montée en puissance sur une année me semble particulièrement significative et méritait d'être soulignée. C'est-à-dire 10 points de plus sur le suremballage, 9 points de plus sur le gaspillage alimentaire. Oui, ça impose ces deux sujets dans les conversations familiales et dans les comportements familiaux. Et ça, je trouve que c'est une observation très intéressante et qu'il va nous falloir suivre de près. Merci beaucoup Pierre-Alexandre pour effectivement ce premier éclairage sur ce premier enseignement qui nous a particulièrement marqué. Le deuxième enseignement est, on l'a vu avec Yumna, la prise de pouvoir ou la prise de parole déjà des enfants dans l'alimentation familiale. Un enseignement très riche, on sait que les plus jeunes sont plus connectés, ils ont plus l'habitude d'être influencés sur les réseaux sociaux, etc. Et ils ont vraiment pris comme thématique très importante pour eux les pratiques alimentaires. Et effectivement, leur influence de leur famille, on le voit particulièrement sur ce que tu viens de dire, Pierre-Alexandre, c'est-à-dire la lutte contre le gaspillage, mais aussi le manger équilibré, le manger de saison. Et donc, on se rend compte, en fait, avec cette influence inversée des enfants vers leurs parents, que quelque part c'est un peu la transmission culinaire traditionnelle qui est en train de muter, puisque préalablement c'était une transmission générationnelle, c'est-à-dire des aînés vers les plus jeunes, et qui là, au gré de cette année 2021, est en train de muter vers une réciprocité, les enfants vers les aînés. Et du coup, on voit que maintenant, on assiste à une transmission réciproque où chaque génération nourrit
l'autre. Et donc ça, pour nous, c'est un élément très intéressant et très positif également de ces nouveaux comportements alimentaires. Et à la Fondation, on s'est déjà inscrit en fait dans cette tendance d'influence inversée en lançant une assiette qui s'appelle NutriPlateau, qu'on a déjà diffusée à titre gracieux à plus de 11 000 familles, auprès du grand public et principalement des familles avec enfants. Et cette assiette, elle s'inscrit totalement dans cette tendance d'influence inversée puisqu'elle va donner des clés aux enfants, elle est destinée aux enfants pour une alimentation équilibrée avec effectivement les 3 familles d'ingrédients, d'aliments qu'on a vus avec Yumna tout à l'heure qui sont nécessaires à manger équilibré et surtout les bonnes portions en fonction de leur âge. Et cette assiette, elle est également accompagnée d'un livret et c'est en ça qu'effectivement on va travailler sur la montée en connaissance des enfants et leur éducation aux bonnes pratiques alimentaires parce que dans ce livret, ils vont trouver tout un tas de trucs et astuces pour manger équilibré et aussi des recettes à faire avec des pas à pas très simples à suivre et à faire en famille ou bien pour leur famille si on tire l'influence inversée jusqu'à le fait de la mettre en cuisine. Voilà, donc on espère qu'effectivement, en travaillant sur l'éducation des enfants, on va aussi, pour les générations futures, baisser le manque d'inspiration que leurs parents peuvent connaître à date, puisqu'on a vu que ce manque d'inspiration était également un frein dans la quête du bien manger des Français à date. Et donc, je te repasse la parole, Pierre-Alexandre, sur les freins des Français dans leur quête du bien manger. Je te remercie, Laurence, et je me fais la réflexion au passage que je parlais tout à l'heure de putsch ou de coup d'État en cuisine avec les enfants qui prenaient le pouvoir. En t'entendant, on a l'impression que c'est un putsch à visée démocratique, en fait. Le pouvoir se partage désormais en cuisine et les uns et les autres s'influencent réciproquement. Mais effectivement, tu m'interpelles sur les contraintes au bien manger. Oui, nous sommes une fondation et nous voulons effectivement œuvrer à l'alimentation pour tous, c'est une évidence. Or, oui, les contraintes se manifestent encore dans la quête du bien manger. Alors, sans surprise, on va retrouver ce qu'on évoquait déjà l'an dernier sur le prix du bien manger et le manque de temps pour faire bien à manger au quotidien. La vraie surprise cette année, mais tout ce qu'on a dit peut l'expliquer, c'est en fait de voir arriver sur le podium des 3 contraintes les plus importantes, celle du manque d'inspiration. Comme si après 1 an et 1 an et demi de confinements divers et variés, les Français nous disaient qu'ils sont fatigués de devoir imaginer des nouveaux repas 3 fois par jour, équilibrés pour chacun des membres de la famille, en fonction des attentes et des spécificités de chacun. Donc oui, il y a une forme d'usure qui aujourd'hui apparaît comme un frein dans cette quête du bien manger et qu'il est important de souligner et qu'il va nous falloir suivre, je crois. Après, j'ai aussi été interpellé par ce que l'on voit poindre en matière de comportement lié au télétravail, puisque quand 30% des télétravailleurs nous disent qu'ils ne prennent plus de pause déjeuner, ou plus de vraies pauses déjeuner, il nous appartient de nous poser la question de voir si c'est un phénomène durable et dans quelle mesure le développement du télétravail, qui effectivement structurellement et au-delà des pandémies, même si ça a été initié par ça, a fait un grand bond en France et dans le monde, va influencer sur la façon dont le modèle alimentaire français continue de résister. Donc, oui, je crois qu'il nous faudra suivre cette évolution et afin d'accompagner au mieux les Français dans leur quête du bien manger. Tout à fait. On va s'y atteler.
Donc voilà, le résumé en fait des 3 grands enseignements qui nous ont marqués au titre de la Fondation. Donc comme vous l'avez vu, les résultats sont tout frais. Vous en avez eu la primeur. C'est des résultats très riches qui ancrent des tendances lourdes de consommation qu'on avait déjà vues l'an dernier et qui se confirment. Et puis qui ont mis en exergue, qui ont fait émerger des signaux faibles dont on vient tous de parler. Et bien évidemment, au titre de la Fondation, on va se nourrir de ces enseignements et ajuster nos plans d'action en fonction de ceux-ci. Voilà, maintenant qu'on a fini cette deuxième partie, je vous propose qu'on passe à la troisième partie avec les questions que vous avez bien voulu nous poser et qu'on va les prendre au fur et à mesure et les répartir entre nous. On ne voit pas qui les a posées. Alors, on ne voit Donc, pas on ne sait forcément pas à qui toujours. on va répondre. Voilà, on voit pas forcément toujours qui les a posées si l'information n'a pas été donnée, mais c'est pas grave. Alors, la première question est est-ce que l'inspiration était déjà un frein au bien manger l'année dernière? Et je la pose à Yumna. Oui, comme je l'ai dit, en tout cas, on a plusieurs freins et obstacles. On n'a pas juste 2 ou 3. Nous, ce qu'on vous présente, ce sont ceux qui ressortent en premier. L'inspiration était déjà quelque chose qu'on avait testé et qui ressortait, mais pas de manière moins importante. Et en fait, c'est surtout qu'on a vu une augmentation assez significative de 4 ou 5 points en plus par rapport à cette année. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir, alors que les autres n'ont pas tellement bougé. C'est-à-dire que le prix ou le temps, on les retrouve à peu près au même niveau. Donc c'est plutôt ce changement qui est intéressant et qui est notable. Mais c'était déjà quelque chose qui existait. Ok, merci Yumna. Alors une deuxième question. Oui. À nouveau pour Yumna, quels sont les sujets sur lesquels les enfants qui sont ces fameux nouveaux influenceurs du bien manger, sont le plus sensibles? Alors, en fait, je me posais la question, je me disais moi-même en écoutant, de se dire peut-être que l'année prochaine, ça peut être intéressant d'écouter les enfants. C'est-à-dire en fait d'interroger ou de poser ou d'avoir les enfants s'exprimer sur ce sujet, parce que cette année, ce n'était pas notre angle. L'angle, c'est quand même les parents qu'on interroge. Et donc, il y a une limite à la réponse que je vais vous faire, c'est les questions qu'on a posées étaient orientées, mais selon quand même le point de vue du parent, plus tous les verbatims qu'on a vus sur les réseaux sociaux, où on imagine que ce sont plutôt des ados quand même qui s'expriment que des enfants de 6-7 ans. Pour redire quand même les sujets sur lesquels on a vu, en tout cas du point de vue du parent, là où les enfants influençaient le plus, c'était le fait de faire plus de cuisine et de pâtisserie à la maison, le fait de manger plus équilibré. Alors, l'interprétation de équilibré, on l'a vu, ça c'est assez subjectif. Dans une autre question, on voit bien que pour eux, globalement, l'équilibre, c'est quand même des choses assez traditionnelles. C'est le fait de faire maison avec des produits de saison, etc. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Le fait d'être attentif au gaspillage alimentaire. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les jeunes. Et donc ça, c'est un sujet qui est assez important. Et ils sont assez sensibles à tous les sujets d'éducation qu'on leur passe et même qu'eux voient sur les réseaux sociaux. Et le fait d'essayer des nouvelles recettes ou de nouveaux ingrédients. Mais encore une fois, il faut garder en tête que c'est quand même le parent là, qui s'exprime à la place de l'enfant. Et nous, on a été très interpellés par ces résultats, et peut-être qu'à suivre, et je m'adresse à la Fondation, ça peut être intéressant, effectivement, de donner plus la parole aux enfants et aux ados pour voir comment ils voient les choses. C'est une très bonne idée. Mais ce que tu nous dis, c'est que les parents nous disent être bousculés par leurs enfants. Exactement. Ça, c'est intéressant. Voilà. Mais oui, la parole des enfants semble effectivement quelque chose d'important à suivre. D'autres questions ? Alors, une autre question, toujours pour Yumna. Quels sont les signaux forts qui persistent dans cet observatoire ? Alors, en fait, je pense qu'il faut peut-être revenir à l'origine de l'observatoire et des hypothèses qu'on a eues ensemble avec la Fondation, et notamment pour la première fois, qui était de dire, et qui était aussi d'aller regarder des signes plus positifs sur le comportement des Français par rapport à des études qui, assez régulièrement, semblent décrire la fin du modèle alimentaire français, le fait qu'il n'y ait plus, que les gens mangent de moins en moins ensemble, tout seuls, devant les écrans, etc., etc. Et on sait très bien que dans les études, c'est aussi la manière de poser les questions qui va inciter à la réponse. Et donc, en fait, l'angle qui nous intéressait, c'était d'aller regarder finalement, par rapport à aussi ce qu'on voit dans d'autres pays, qu'est-ce qui persistait et ce qui se maintenait en France. Et donc,
les signaux forts qu'on va mesurer, qu'on va voir, sont aussi liés à la structure de notre baromètre, qui est ces éléments-là qu'on a regardés, et qui, en tout cas, d'après les résultats, semblent confirmer qu'il y a quand même une structure de repas, une habitude, le fait d'apprécier, de manger ensemble, une convivialité, un plaisir autour du repas qui n'est pas uniquement lié au goût, qui est un mix de le fait d'être ensemble, le fait de cuisiner peut-être ensemble, de transmettre des choses, de manger des choses bonnes, d'introduire la santé dans le plaisir. Ce n'est pas des choses qui s'opposent, qui sont quand même quelque chose d'assez important en France. Alors évidemment, après, selon les populations, ils vont être plus marqués chez les uns que les autres, mais de manière générale, c'était un peu ça qu'on avait découvert et qu'on voulait creuser. Et il nous semble que ces signaux forts se maintiennent malgré les contraintes, ou en tout cas, il y a une aspiration à ce que ça se maintienne, malgré les contraintes et malgré les obstacles. Après, souvent, ce qui peut être intéressant, c'est quand il y a plusieurs tendances qui vont aider à cette convergence. Comme on disait, le gaspillage alimentaire ou les restes, ça participe autant de gérer son budget ou voilà, des raisons qui peuvent être économiques que le fait d'être sensible au fait de ne pas gaspiller. Donc, quand les deux tendances ou quand les deux vont ensemble, ça va accélérer certains comportements ou certaines pratiques. Donc pour l'instant, ce que nous, on peut dire, c'est qu'effectivement, l'aspiration au fait de bien manger et à la fois en termes de qualité nutritionnelle, de partage et de comportement responsable semble être quelque chose qui s'installe dans la durée, mais il faut que les gens en aient les moyens. Il faut faciliter ou en tout cas les aider, les moyens au sens large, financiers, mais aussi la praticité, etc. Parce que s'ils rencontrent de nouvelles contraintes, ils vont devoir faire avec, mais c'est aussi une opportunité d'innovation. Merci. Voilà. Alors, une autre question qui est cette fois-ci plus pour la Fondation. Quelles sont les autres actions de la Fondation en faveur du bien manger ? Donc, à laquelle je vais répondre et tu pourras apporter ton éclairage également, Pierre-Alexandre. Donc, elles sont, je dirais, sur deux dimensions, de deux types. Il y a effectivement, d'une part, les actions sur l'éducation des enfants en faveur du bien manger et en faveur des bonnes pratiques alimentaires. Donc, on fait des actions d'éducation, donc que ce soit via effectivement des outils, comme le kit Nutri-Plateau dont on a parlé tout à l'heure, donc cette assiette accompagnée de son livret qui va donner tout un tas de bonnes pratiques alimentaires pour donner envie en fait aux enfants de façon ludique et pédagogique de cuisiner et d'apprendre des choses sur la bonne alimentation et la nutrition. Donc voilà, ça se cristallise là-dessus, sur des outils, mais également sur des actions, des activations, c'est-à-dire on fait des ateliers autour du bien manger, de la nutrition, des bonnes pratiques alimentaires à destination aussi des enfants et qu'on peut faire dans différentes occasions et différents types d'associations. Voilà, donc ça c'est, je dirais, la première dimension. Et après, il y a une deuxième dimension qui est plus cette fois-ci par l'intermédiaire de nos partenaires. Et donc ça va être plus des actions de solidarité en faveur du bien manger et notamment qu'on va créer avec nos partenaires, que ce soit la Croix-Rouge française ou Vivons en forme, qui est une association qui lutte contre le surpoids et l'obésité infantile et donc qui passe aussi par le bien manger. Pas grand-chose à ajouter, non. Ce côté éducatif et sensibilisation des enfants est pour nous fondamental. Ce dont on se rend compte, c'est que des enfants qui participent à la cuisine, à l'alimentation, qui cuisinent en famille, sont à terme des adultes qui mangent mieux, qui sont en meilleure santé. Et donc, ça nous paraît très important de pouvoir agir dès le plus jeune âge auprès des enfants. Oui, parce qu'effectivement, on a vu que, que les bonnes habitudes prises dès le plus jeune âge vont perdurer tout au long de sa vie, en fait. Alors, une autre question, toujours sur la Fondation. Quel est l'enjeu pour la Fondation Nestlé France de réaliser cet observatoire ? Comment c'est plus complète?
Alors pour nous, c'est un enjeu très très important de réaliser cet observatoire à plusieurs titres. D'une part, il s'inscrit totalement dans l'histoire de la Fondation, puisque la Fondation, depuis sa création en 2008, s'est axée sur l'étude des comportements alimentaires. Donc du coup, la poursuite de cette thématique avec effectivement cet observatoire fait sens. Et d'autre part, pour nous, c'est très important en tant que Fondation de contribuer à un enjeu de société, et l'alimentation est un enjeu de société, et donc du coup de contribuer à apporter de la connaissance sur cet enjeu de société et de la partager au plus grand nombre. Donc c'est aussi ce rôle à la fois d'observateurs, mais aussi de contributeurs et ensuite d'acteurs, parce que comme je vous le disais, on fait en sorte d'ajuster nos plans d'action aux résultats de cet observatoire qui fait vraiment sens pour nous, et on a vraiment à cœur de continuer à faire cet observatoire et de l'inscrire dans un temps long et de partager surtout les résultats avec l'ensemble des parties prenantes. Ouais, je souscris complètement. Le comportement alimentaire des gens, j'allais dire, a un impact tellurique sur la vie de notre pays, qu'il s'agisse de son économie, parce que, j'allais dire, de la ferme jusqu'au magasin, l'alimentaire, c'est le premier secteur économique du pays. Donc oui, la façon dont les comportements des gens évoluent influence directement notre économie. Et puis, au-delà de l'aspect économique, et on le voit dans tous ces résultats, c'est le modèle de société à la française qui s'articule autour des repas et de la façon dont on mange. Oui, se pencher et être capable de faire une fois par an le point sur les comportements alimentaires des Français pour en écouter. C'était très important ce que disait Yumna. C'est pas nous qui allons poser des questions. Dans un premier temps, on écoute ce que disent les Français dans leur rapport à l'alimentation. Donc, écouter les Français une fois par an, essayer de comprendre ce qui les motive et les fait agir dans leur comportement alimentaire. Ouais, ça nous paraît un sujet qui mérite qu'on s'y attarde au moins une fois par an tous ensemble. Alors, une autre question pour Yumna. Quelle est l'influence des cuisines étrangères dans les nouveaux modes alimentaires? J'aime bien cette question. Je peux dire ce qu'on a observé sur les réseaux sociaux. On ne peut pas encore en tirer... je ne sais pas dire si c'est représentatif ou pas, parce qu'effectivement, on ne sait pas qui il y a derrière. Mais ce qui est intéressant, je le disais en riant, c'est que quand je dis le couscous n'est plus le plat national, c'est qu'on voit qu'il y a une influence de pas mal de cuisines, et notamment asiatiques, dans les recettes et ce qui influence les jeunes. Et donc effectivement, on a beaucoup d'ingrédients qui semblent se banaliser. Enfin, le curry, par exemple, devient quelque chose qui est rentré dans... il y a des modes de préparation assez simples où le fait de rajouter des épices, on voit qu'ils vont twister des recettes plutôt assez simples, hein, quand on met du poulet, du riz, etc. Alors peut-être qu'un Indien qui voit ça va s'étouffer, mais... C'est aussi, ça fait partie de l'appropriation, en fait, comment on va intégrer des cultures étrangères. Et ça, c'est chose qu'on voit beaucoup. Et j'insiste sur les jeunes, on le voit beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'influences asiatiques de manière générale. On le voit sur les réseaux sociaux, l'influence japonaise, mais autres, et ça se voit dans les plats. Et on a vu même des choses très pointues sur les réseaux sociaux. On avait des jeunes qui se lançaient dans des recettes assez compliquées. Et on voit sur les blogs, dans les émissions qui suivent, qu'il y a souvent des choses assez élaborées où il faut aller acheter des ingrédients particuliers. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que ces ingrédients-là se démocratisent. Et aujourd'hui, on peut les retrouver dans les grandes surfaces et celles auxquelles tout le monde a accès. En tout cas, il y a des rayons des grandes surfaces qui ont beaucoup plus de ce genre de produits. Et ça va aussi aux nouilles instantanées où il suffit de rajouter de l'eau chaude au fait de préparer, mais ça participe d'une plus large intégration de cuisine étrangère. Donc je trouve que la question elle est intéressante et il pourrait être intéressant après de la quantifier un peu plus et de voir qui ça touche. Parce que sur les réseaux sociaux, on sait aussi que ceux qui s'expriment, c'est ceux qui ont des choses à dire, qui sont plus engagés, plus créatifs et qui ont envie de montrer. Mais c'est certain, c'est très varié. Merci. Alors, un chiffre à retenir de cet observatoire.
Je commence, tu commences. Allez, donne-nous ton chiffre préféré. Alors, bon, bah, moi, c'est le premier, le plus gros. Je comprends. C'est 79% des Français qui ont gardé un bon souvenir, en fait, autour de l'alimentation dans cette période de crise sanitaire chahutée. Donc, le fait de garder un bon souvenir lié à l'alimentation en 2021. Donc, c'est voilà, l'aspect totalement positif et la valeur refuge de l'alimentation dans cette année difficile et qui était plutôt une année d'isolement. J'aurais cité le même chiffre, mais non, plutôt qu'un chiffre, moi, ce qui m'aura particulièrement marqué, c'est l'observation de la prise de pouvoir des enfants. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'espère que nous suivrons de près dans l'édition prochaine du baromètre. Je crois qu'il est temps pour nous de conclure, de rendre l'antenne, de vous libérer, de vous remercier en tout état de cause d'avoir participé avec nous trois à cette deuxième édition de l'Observatoire. Donc nous allons vous faire parvenir dans la foulée le communiqué et le dossier de presse pour que vous puissiez retrouver en détail tout ce que nous avons partagé avec vous ce matin. Et d'ores et déjà, en vous remerciant, nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition de l'Observatoire Alimentation et Famille. D'ici là, passez de bons moments en famille, à table et de joyeuses fêtes puisqu'elles approchent rapidement.